Ouais, c'est parti. Du coup, bonjour à tous. Merci d'être venus ce soir à cette présentation. Donc, on est le bureau de la NIMEN, donc l'Association nationale des assistants et des internes en médecine nucléaire. Et donc, ce soir, on va vous faire un petit topo sur l'aspect et puis répondre à toutes vos questions. Donc, après, je pense qu'il y a le sommaire. Oui, déjà, félicitations à tous pour l'EDN d'être arrivé jusque-là. Et on est très content que vous songiez à vous intéresser à la médecine nucléaire, parce que comme vous le verrez, c'est assez diversifié, c'est plutôt méconnu, et ça mérite à être connu. Donc, merci d'être là, et puis félicitations à tous d'être arrivés jusque-là. Donc, au programme, on va voir les généralités sur la spécialité, le quotidien de l'interne, enfin voilà, qu'est-ce qu'on fait de nos journées globalement, la maquette du DES, qui est, enfin, il y a une grande maquette nationale, et après, il peut y avoir des particularités sur les villes. Nos apprentissages théoriques, donc les cours, etc. Ensuite, la thèse, le mémoire, les remplacements. Ensuite, le post-internat, les perspectives d'avenir, et puis en présentation de la paix, et puis à la fin, une session de questions-réponses. Qu'est-ce que la médecine nucléaire? Je pense que vous êtes déjà renseigné un peu. Donc, c'est une spécialité qui exploite la radioactivité, les isotopes radioactifs à des fins à la fois diagnostiques et thérapeutiques. Donc, on a deux versants. Le versant diagnostique est le versant principal de l'activité pour l'instant. Avec l'utilisation de traceurs radioactifs qui peuvent être soit injectés par voie intraveineuse, inhalés ou même ingérés par le patient, par exemple pour les vidanges gastriques, qui permettent donc de visualiser, d'analyser les fonctions et structures des organes grâce à des techniques d'imagerie, deux principales, la scintigraphie, la tomographie par émission de positons, et puis ensuite la SPECT, enfin la TEMT ou SPECT, c'est de la scintigraphie, c'est de la scintigraphie en 3D, tout ça, quoi. Ensuite, la thérapie, c'est le traitement des maladies cancéreuses avec ce qu'on appelle la radiothérapie interne vectorisée, qui utilise cette fois d'autres radioisotopes qui vont permettre de cibler et détruire les cellules malades de manière locale, donc en évitant les dommages aux tissus sains aux alentours. Donc, il y a l'irathérapie Lot 131 que vous connaissez sûrement et qui existe déjà depuis très longtemps. Mais on a ensuite maintenant des nouvelles thérapies qui permettent, par exemple pour le Xofigo, et le Pluvicto de traiter le cancer de la prostate et le Lutathera de traiter les tumeurs neuroendocrines, que ce soit digestives, pulmonaires, ça même de traiter certaines tumeurs cérébrales maintenant. Ensuite, s'il te plaît, Jérôme. Ensuite, il y a quelques avantages et inconvénients. On va parler de ça plus tard lors de la séance de questions-réponses si vous avez des questions, mais un des principaux avantages, c'est que c'est à la fois une spécialité clinique et aussi médico-technique. C'est-à-dire, on va faire de l'imagerie, on a des machines, tout ça. Mais on a aussi un pied auprès du patient, c'est-à-dire que bah, on a déjà les stages cliniques pendant l'internat, mais surtout même dans la pratique, si vous voulez faire de la thérapie, bah, vous allez être amené à voir des patients, les examiner, faire des consultations, gérer un petit service d'hospice de jour ou d'hospice de semaine. Ça, c'est si ça vous plaît. Après, il y a des médecins nucléaires qui font que de l'imagerie, donc c'est vraiment au choix. On est assez transversal quand même. Enfin, on touche à peu près à tous les organes. Alors, ensuite, il y a le double versant dont on a déjà parlé, la pluridisciplinarité, c'est-à-dire que bah, comme on touche un peu à tous les organes, bah, on est aussi impliqué dans les prises en charge des diagnostics dans pas mal de services. On participe au RCP, etc. Voilà. Une bonne qualité de vie, avec pas mal de temps libre hors stage. Euh, Globalement, on respecte largement les 48 heures par semaine. Les jours off sont respectés. Euh, Selon les stages, on peut même être, je sais pas, à 40 heures par semaine. Enfin, ça dépend vraiment des terrains de stage, mais globalement, c'est des horaires à peu près de bureau, on va dire, parce que bah, on travaille pas de nuit, on travaille pas le week-end, donc globalement, c'est assez cool. C'est une petite spécialité, euh, avec des petites promos, ce qui permet de connaître un peu tout le monde. C'est un tout petit monde, c'est assez sympa. Euh, voilà. Ensuite, les quelques inconvénients, il y en a quand même. C'est que bah, après l'externat, effectivement, on redémarre un peu de zéro. Parce que bah, l'externat, ça nous prépare surtout à être des bons cliniciens globalement. Enfin, tout ce qui est chir, imagerie, anapath et tout, on n'est pas trop au point, donc on commence à peu près de zéro, même si on a quand même des bases dans pas mal de choses, hein, mais effectivement, on nous apprend pas à lire des images pendant l'externat. La spécialité, elle est actuellement en plein essor avec une évolution très rapide, beaucoup de nouveautés. Donc on n'a pas de support de référentiel
officiel vraiment, contrairement à d'autres spécialités. Et oui, effectivement, le diaporama sera disponible pour répondre à une question en vous partageant. L'autonomisation aussi, bon, ça dépend pareil des villes, des terrains de stage, donc c'est à vous de vous renseigner après selon les villes qui vous intéressent. Mais on peut vite être jeté dans le bain, effectivement, dans pas mal de stages. Bah, voilà, on double le chef peut-être le premier et le deuxième jour, et puis dès le début de l'internat, après on commence à interpréter, mais c'est aussi bien. Parce que dans tous les cas, vous serez relu, hein. Tous vos examens, en général, c'est toujours relu. C'est pas comme dans certaines spécialités où vous pouvez vraiment être lâché. Nous, ça sera relu dans tous les cas, mais oui, les chefs ils vont vous dire, bah, vas-y, écoute-toi, examine, manipule le logiciel, ce qui est plutôt bien. Enfin, on nous prend pour des adultes, c'est cool. Et après, pareil, toujours selon les villes, selon les centres, il y a des centres qui sont un peu surspécialisés, avec des fausses formations globales. Donc, pareil, toujours à se renseigner selon les villes, etc. Sachant qu'en général, la plupart des médecins nucléaires préfèrent avoir une activité quand même plutôt généraliste plutôt que surspécialisée, contrairement à d'autres spécialités. Voilà. Ensuite, le quotidien de l'interne. Donc, le quotidien de l'interne, bah, c'est souvent au bureau, hein, comme vous pouvez le voir sur l'image en haut à droite. Donc, vous avez votre console avec bah, pas mal d'écrans en général, de quoi afficher l'image, le dossier patient, la demande, etc. Et bien sûr, le compte rendu que vous allez dicter. Donc, en diagnostic, bah, vous avez les vacations de scintigraphie, les vacations de tête. Donc en scintigraphie, c'est très diversifié. Vous pouvez faire de l'os, du cœur, du poumon, des reins, de la thyroïde, du cerveau. Donc il y a vraiment plein d'examens différents en scintigraphie. Donc c'est plutôt intéressant. Enfin, vous avez une palette quand même d'examens et de compétences assez large, je trouve, et plutôt intéressante. Ensuite, après, on a le côté TEP. Donc ça vient juste après. Et en TEP, bah là, du coup, c'est pareil, il y a plein d'indications, que ce soit inflammatoire, cancéreux, infectieux, avec plein de traceurs différents qui ont tous des particularités et permettent de faire des diagnostics différents. Donc, bon, il y a le détail ici, on va peut-être pas tout dire, mais globalement, ça va de la TEP cérébrale pour les maladies neurodégénératives, au phéochromocytome, en passant par le cancer du poumon, la PPR, le Horton, enfin voilà, il y a un peu de tout. C'est plutôt cool. Voilà, Mais il y voilà. a beaucoup de cancers, si je peux, mais pas Ah oui, que vas-y. du cancer, justement. Oui. Je pense qu'un peu On a plus mis la un peu le moitié, c'est du détail là. cancer, mais quand même, maladies infectieuses, médecine interne, rhumato, neuro, Hum, enfin, que ce soit en TEP ou même en hum, scintigraphie, ou vraiment en scintigraphie, ça peut c'est être ça. totalement autre chose avec les scintigraphies cardiaques, les prothèses pour les scintigraphies osseuses, enfin, ça peut être vraiment très varié. En plus de ça, après, on a la thérapie aussi. Donc la thérapie, bah, principalement hyperthyroïdie, cancer thyroïdien. Donc ça, c'est avec l'iode 131. Cancer prostatique, tumeur neuroendocrine. Donc ça, c'est les nouveaux traitements de Rive qui sont arrivés sur le marché, qui permettent donc de cibler les cellules cancéreuses, les irradier avec des rayons bêta et ainsi les détruire. On a aussi tout ce qui est radioembolisation hépatique avec l'yttrium, etc. Donc en thérapie, bah, vous allez manipuler tous ces radiopharmaceutiques. Mais avant de les injecter aux patients, bah, vous allez bien évidemment faire les consultations pré-thérapeutiques et ensuite les consultations de suivi entre les cures. Donc ça, c'est de la consulte bah, classique, hein, comme dans n'importe quelle spécialité. Vous allez avoir l'hospitalisation de jour aussi, donc vous allez voir le patient avant son injection, lui expliquer les règles de radioprotection, etc., répondre à toutes ses questions, ses inquiétudes, l'examiner rapidement, voir qu'il n'a pas de contre-indication. Vous allez administrer les gélules d'iode, bah, soit vous-même, soit c'est l'infirmier qui fait, ça dépend des services. Et en général, pour les injections de Rive, que ce soit Lutathère, PSMA, c'est les radiopharmaciens et les infirmiers, en général, vous prescrivez juste, et vous voyez le patient avant, quoi, c'est tout. Vous allez aussi participer au RCP. Donc ça, pareil, c'est pas tous les services, mais en soi, on vous encourage souvent à y aller. C'est très intéressant. Ça permet de voir bah, le patient plus dans sa globalité, parce que vous le voyez en traitement, mais faut aussi connaître tout son parcours avant. Et ça vous permet aussi de d'en savoir un peu plus sur les attentes des cliniciens, que ce soit au niveau imagerie, au niveau de vos compte rendu d'imagerie ou compte rendu aussi d'hospice, tout ça. Donc ça, c'est intéressant. Et bien sûr, bah, vous êtes en lien toujours avec les autres spécialités, donc que ce soit les radiologues interventionnels, les HGE, les oncologues, les endocrinologues, etc. Voilà.
Je laisse la place à Jérôme, du coup, pour la suite. Ouais, je vais reprendre à partir de là. C'est une question qui m'a souvent été posée par des externes. Bon, ça fait 3 ans que je suis interne en médecine nucléaire et plusieurs fois on m'a demandé pourquoi médecine nucléaire plutôt que radio ou l'inverse en fait. Il n'y a pas de bonne réponse en soi, hein, c'est vraiment selon ce que vous préférez. J'ai listé ici avec les collègues les arguments qui nous paraissaient les plus pertinents, on va dire. C'est vrai que, comme l'a dit Joël, en fait, en médecine nucléaire, on va vraiment, la grande majorité du temps, garder une activité généraliste, que ce soit aussi bien de l'oncologie, de la cardio, de l'ostéo, etc. Alors que les radiologues ont quand même tendance à se surspécialiser une fois l'internat fini. Quand vous regardez leur internat, en général, ça fonctionne un petit peu par module d'organes, où ils vont faire pendant 6 mois de la cardio-thoracique, puis pendant 6 mois de l'ostéo-articulaire, etc. Bon, ça varie selon les endroits, etc. Mais moi, en tout cas, quand je me suis renseigné, c'est les radiologues ont tendance à se surspécialiser une fois l'internat fini. Voilà. Ensuite, en médecine nucléaire, comme l'a dit Joël, on ne travaille pas le week-end, on n'a pas de garde de médecine nucléaire. Pendant l'internat, selon les endroits où vous êtes, vous pouvez avoir des gardes aux urgences, mais ça, c'est subdivision dépendant. L'internat est globalement cool en médecine nucléaire, bon, radiologie aussi. Médecine nucléaire, c'est 4 ans pour l'instant. À la rentrée, ça restera 4 ans. Peut-être dans le futur, ça évoluera vers 5, mais pour l'instant, rien d'officiel. Radiologie, c'est 5 ans. Et moi, un des gros arguments, c'était les gardes, en fait, parce que certes, ça peut être intéressant, les gardes en radio. On peut voir des trucs stylés, etc. Mais enfin, 5 ans à avoir des gardes, voire plus ou moins 2 ans de clinica, si vous en faites un derrière, ça peut être assez long, en fait. Et Enfin, même 6 ans perso, s'ils font radio interventionnelle aussi. Pardon, excuse-moi. ouais. Perso, je suis honnête, j'ai un peu la flemme des gardes, voilà, c'est tout. Mais ouais, il y a quand même des trucs qui sont cool en radio, hein. Enfin, c'est une très belle spé. Je sais que moi, si j'avais été radiologue, j'aurais kiffé de ouf aussi. Ils ont pas mal de gestes, surtout la radio interventionnelle, que vous fassiez leur optionnel de 1 ou 2 ans en plus de radio interventionnelle avancée. Mais même dans la vie du radiologue de tous les jours, en fait, hein, il y a des petits gestes qu'ils peuvent faire. Et c'est vrai que si vous aimez les gestes en médecine nucléaire, on en a pratiquement pas, en fait, hein. Voilà. Plus les modalités, enfin, si vous aimez bien l'échographie aussi, la radio, ça peut être sympa. Les indications sont globalement plus variées en radio, parce que c'est vrai que vous avez vu en service d'hospice, dès que le patient va pas trop bien, ou ne sait pas ce qu'il a, bah, on va demander un scanner TAP parce que c'est rapide et avec un peu de chance, on trouve quelque chose. Mais voilà. C'est plus accessible que la médecine nucléaire et ça se ressent sur le territoire. Il y a plus de centres de radiologie que de centres de médecine nucléaire et c'est quelque chose à prendre en compte si vous voulez vous installer plus tard dans un endroit en particulier. C'est vrai que des centres de médecine nucléaire, il n'y en a pas dans tous les villages de France. Donc, il faut quand même rester sur des villes de moyenne ou grande population, on va dire. Ça existe en dehors des CHU. Ça peut exister dans des CH, ça peut exister en libéral, mais voilà, il y a moins de centres de médecine nucléaire de façon générale. Et encore une fois, la thérapie où on peut garder des consultations, un suivi de patients, tout en pouvant faire de l'imagerie et sans avoir de salle à gérer, ça reste quand même cool. Le conseil que je donne le plus souvent, c'est en fait d'essayer de passer quelques jours, quelques demi-journées en stage dans les 2 services. Vous envoyez un mail à au PU, au médecin référent de votre CHU. Et, oui, voilà, je viens de passer les EDM, j'ai envie de découvrir. En général, en médecine nucléaire et en radio, vous êtes bien accueillis, quoi. Ça vaut pour tous les services. Sur le plan théorique, maintenant, la maquette, comme j'ai dit, c'est un internat qui dure 4 ans. Pendant cet internat de 4 ans, vous ne faites pas que de la médecine nucléaire. La phase SOC, la première année, vous allez faire un semestre de médecine nucléaire, vous allez globalement découvrir un petit peu comment ça marche, découvrir un petit peu le logiciel, les principales indications. Vous allez être assez vite jeté dans le bain en général, mais toujours au relu par un chef. Voilà. Et il y a un semestre de clinique. Bon, ça c'est variable selon les subdivisions, mais en général, vous allez soit le faire en oncologie,
en médecine interne, en hémato, enfin voilà, ça va être quelque chose, un vrai semestre d'hospitalisation. Parfois, ça peut être en onco, radiothérapie aussi. Voilà, au moins, c'est pas forcément la partie la plus fun, mais au moins vous savez, moi, pour être passé en onco, je sais ce qu'attendent les cliniciens, on va dire, d'un compte rendu, etc. Ensuite, il y a la phase d'approfondissement, donc 2 semestres de médecine nucléaire classique et 2 semestres hors filière. Donc, il y en a un qui est généralement fait en radiologie. Je crois que c'est pas obligatoire sur le plan légal, mais 90% des internes de médecine nucléaire passent en radio pour des raisons évidentes. Ça reste de l'imagerie, on fait quand même pas mal de scanners. Donc voilà. Et il y a un second semestre qui est soit fait de nouveau dans un stage type onco-radiothérapie, médecine interne, mais là, la tendance sur les dernières années, c'est de faire un stage de médecine nucléaire orienté thérapie, en fait, où vraiment on a des consultations, on fait plus de la moitié du stage en fait en consultation ou en suivi de patients pour l'iode 131, pour les traitements de cancer de prostate, la radioembolisation, etc. Bon. Pour faire valider ce stage de médecine nucléaire de thérapie, entre guillemets, ça dépend un petit peu des subdivisions, mais dans la plupart des endroits, ça compte comme un semestre de clinique. Et ensuite, il y a la phase de consolidation. Donc, c'est soit c'est un semestre de 1 an, soit c'est 2 semestres de 6 mois en médecine nucléaire. Voilà. Pour la formation théorique, médecine nucléaire, c'est assez spécial. Je crois qu'il n'y a aucune autre spécialité qui fait ça en France. Mais en fait, tous les internes d'une promotion se réunissent physiquement sur le plateau de Saclay, donc en Île-de-France, en gros à côté de Paris, pour avoir des cours en fait ensemble en présentiel. Donc ça commence avec ce qu'on appelle Saclay 0, en gros ça c'est des cours en ligne, et puis il y a la partie Saclay 1 où là c'est surtout vraiment de la physique théorique en fait sur qu'est-ce que c'est la radioactivité, comment ça fonctionne une TEP, comment sont construites les images, comment ça fonctionne un scanner, comment on fait les acquisitions en même temps, etc. C'est une partie très théorique, il y a des examens à la fin. Pas besoin d'être une bête en maths ou en physique pour valider ça. Hein. Faut bosser les examens, ça peut être assez chiant parce que c'est des questions très théoriques, mais pas besoin d'être un pro de la physique, un pro des maths pour savoir faire ça. Hein. Enfin, vraiment, niveau lycée, ça suffit. Il y a encore, enfin, vraiment, je connais personne qui a raté ses examens à cause du niveau en maths ou en physique. Surtout qu'on repart vraiment du début, donc pas de stress pour ça. Donc c'est réparti, cette partie Stack 1, c'est 2 fois 3 semaines en fait pendant un semestre. Donc pendant le semestre d'hiver, donc c'est le troisième semestre en fait, il y a 3 semaines en janvier et 3 semaines en mars où vous êtes en présentiel à Saclay et vous rencontrez du coup les camarades de votre promotion, etc. de toute la France. Et ça c'est assez cool. Comme ça on rencontre les gens, on partage des bons moments. Ensuite, vous avez la deuxième partie, c'est Saclay 2, où là c'est 4 semaines d'affilée, c'est vraiment plus la TEP FDG en pneumo, etc. La scintigraphie pulmonaire, ça va être vraiment plus orienté sur la pratique en fait. Et vraiment des connaissances qu'on va utiliser au quotidien en fait. Et à côté de tout ça, il y a des enseignements optionnels, donc par exemple neurologie en médecine nucléaire avancée, ou des optionnels orientés sur la thérapie. Voilà, ça c'est une petite liste. Voilà, ça c'est un détail des matières de Saclay 1 à Saclay 2. Et ça, c'est les optionnels. Donc voilà, il peut y avoir des trucs très théoriques comme les avancées en radiobiologie, puis il peut y avoir des trucs orientés intelligence artificielle, il peut y avoir neurologie, ostéo-articulaire, cardio. Voilà, c'est en fonction des goûts. Je rajoute aussi par rapport à l'intelligence artificielle, pas forcément besoin d'être un pro en informatique non plus pour être en médecine nucléaire. Hein. Enfin, tout ce que vous avez à faire, c'est savoir utiliser un ordinateur, puis ça s'apprend au fur et à mesure. Enfin, je vous rassure, il n'y a pas que des geeks en médecine nucléaire. Tac, tac, tac. Pour l'apprentissage théorique, ouais, ce qui est assez chiant, avec l'association, on essaie de se battre pour tout ça, mais on a encore des progrès à faire, c'est qu'il y a des frais d'inscription à payer, les frais de logement, et etc. En fait, c'est pas pris en charge, en fait. Donc voilà, il y a les frais d'inscription à l'INSTN, donc l'Institut de médecine du nucléaire, en gros, qui va nous donner cours.
C'est 300 € pour un an, puis 170 € la deuxième année. Et à côté de ça, il faut payer le logement, les repas, les transports, etc. Bref, c'est un budget à la fin. Il y a les sorties aussi ou avec les autres internes, mais voilà, c'est un budget. C'est chiant, on finit pas à la rue pour autant, mais voilà, l'année humaine essaye de se battre pour ça tous les ans. Ensuite, comme dans toutes les autres spé, vous allez avoir une thèse à soutenir. Cette thèse, il faut la soutenir avant la phase de consolidation, c'est-à-dire avant la phase de docteur junior. En gros, il faut la soutenir avant votre dernière année d'internat. Ça, c'est assez impératif, comme dans toutes les spé. Si vous n'avez pas soutenu votre thèse, en fait, vous ne pourrez pas être docteur junior et vous aurez 6 mois de dispo forcé, en gros. Voilà. Ensuite, il y a une soutenance de mémoire en faire après la thèse. Oui, c'est paradoxal, mais écoutez, c'est comme ça. C'est en gros, globalement, il faut écrire un article ou au moins, c'est une sorte d'article en fait qu'il faut écrire et il faut soumettre à un journal, pas forcément que l'article soit accepté. Ça peut être le même sujet que votre thèse, mais en général, selon les subdivisions, ça doit être un sujet différent aussi. Voilà. C'est des obligations académiques. Le conseil, c'est en gros de commencer à y penser assez tôt, mais sans pour autant sauter sur le premier sujet qu'on vous propose. Et il faut bien choisir là où les personnes qui vous encadrent, en gros, se travaillent ces travaux de thèse et de mémoire. Ensuite, niveau remplat, parce que peut-être certains se sont renseignés, la médecine nucléaire, c'est une spécialité qui est assez lucrative. Vous pouvez trouver les chiffres facilement sur Internet. En gros, en public, vous êtes payé comme un médecin normal selon la grille. Et en libéral, par contre, vous êtes plutôt bien payé, on va dire, par rapport aux autres spécialités. Donc, vous pouvez commencer les remplacements dès que vous êtes interne. Pour ça, en gros, il faut avoir validé 5 semestres. Donc, vous pouvez commencer à partir du 6e semestre. Et parmi les 5 semestres validés, il faut au moins 3 de médecine nucléaire. Et en gros, après, il y a juste une série de papiers à demander auprès de l'ordre, auprès de votre fac, etc. Et vous pouvez commencer à remplacer en libéral, gagner pas mal d'argent. Voilà. Après, pour remplacer, je crois qu'il y a. Vous me direz les autres, hein, mais je trouve qu'il y a quand même pas mal d'offres. On peut trouver assez facilement, ça dépend selon les régions, etc. Mais enfin, si vous cherchez des remplats, voilà, vous pouvez trouver. Et comme l'a dit Joël, il y a aussi la télémédecine qui se développe de plus en plus. Donc vous pouvez soit interpréter depuis chez vous avec un équipement informatique adapté, on va dire, soit depuis des centres de téléimagerie. Mais voilà, pour trouver des remplacements, il n'y a pas de souci de mon point de vue. Et pour en revenir à l'hospitalier, faut aussi préciser que la plupart des médecins nucléaires hospitaliers en public font aussi une activité libérale au sein de l'hôpital. Enfin, c'est autorisé dans pas mal d'endroits, ce qui permet d'effacer un tout petit peu, enfin de pas d'effacer, mais de compenser la différence public-privé, ce qui est plutôt agréable. C'est pas le cas dans toutes les spécialités, mais on a la chance, nous, du coup, que la plupart des CH et CHU, pour retenir leur médecin nucléaire, nous autorisent à faire du libéral au sein de l'hôpital et ça permet de compléter un peu les salaires, quoi. Ouais. En gros, vous touchez l'argent sur la vacation, comme si vous étiez vraiment libéral et vous versiez une redevance à l'hôpital de genre 60% de mémoire. Et vous gardez 40%. Mais du coup, vous avez pratiquement, enfin, vous n'avez pas de frais, quoi. Pratiquement pas. Juliette, si tu veux parler du post-internat. Attends, juste il y a une petite tu veux question que je sur le les fasse séances d'exercice. Je sais pas si tu veux répondre, Jérôme, rapidement, ou tu veux te répondre. Une petite sur les question. différents exercices. Entre le libéral et le public, j'imagine. Différence. Bah, en libéral, déjà, tu as plus d'examens, on va dire. On va dire, par exemple, pour une TEP, tu peux aller jusqu'à 25 examens par machine, alors que dans le public, des fois, ça peut être un peu moins, ça peut être genre 18 TEP. Donc, dans le libéral, en général, tu as plus d'examens. Tu gagnes plus d'argent. Les indications, tu peux avoir des. En vrai, c'est selon vraiment le centre où tu travailles, soit tu peux avoir genre simplement des bilans de nodules pulmonaires.
soit au contraire, tu peux avoir des trucs assez chauds parce que le CHU en fait est totalement bouché, et du coup tu te retrouves à avoir tous les bilans initiaux de l'hôpital. Et du coup, ça peut être des dossiers assez graves et ça peut être assez intéressant. Ça dépend vraiment de l'endroit où tu travailles. Certains examens sont faits plutôt dans le public. Je pense par exemple la médecine nucléaire pédiatrique. C'est un truc où il faut prendre du temps avec les patients, etc. Et donc, si ça prend du temps, ça rapporte moins en libéral, on va dire en général. Donc, tu peux faire de la médecine, tu peux avoir des examens de pédiatrie en libéral, hein, je dis pas le contraire, mais tu peux aussi, en général, ça va plutôt être en CHU. Et voilà, certains traceurs aussi peuvent être faits plutôt en CHU parce que mal remboursés en fait dans le privé. Et du coup, en fait, si les centres libéraux faisaient certains radiotraceurs, ils perdraient de l'argent. Donc voilà, tu as certains radiotraceurs qui peuvent manquer en libéral puisqu'il faut des infrastructures, etc. Et en libéral aussi, pour l'instant, tu n'as pas de thérapie à ma connaissance, ou alors c'est en train de se développer. Mais toute la partie thérapie, ça se fait surtout en public. Peut-être que ça sera amené à évoluer dans le futur, mais on ne peut pas le prédire pour l'instant. Mais quelque chose qui est pas mal fait, je vais te le redire, mais c'est d'avoir un exercice mixte à la fois en travaillant en public et de faire des remplacements libéral ou d'avoir un statut en libéral à côté. Juliette, tu veux prendre la suite? Ouais, bah, du coup, oui. Je vais prendre la suite. Donc, pour le post-internat, en fait, l'avantage, c'est qu'on a de nombreux modes d'exercice qui sont possibles. Donc, ça rebondit un petit peu sur ce que Jérôme vient de dire. Il y a l'assistanat. Ça existe dans beaucoup de spécialités, mais c'est vrai qu'on l'a aussi en médecine nucléaire. Le praticien hospitalier, donc c'est celui qui est à l'hôpital en général. Il y a les salariés en CLCC. Les CLCC, c'est les centres de lutte contre le cancer. L'universitaire, c'est tout ce qui est PU, etc. Donc ça se fait pas mal aussi. Le libéral et le mixte. Du coup, le mixte, c'est ce que Joël disait juste avant. C'est quand on est dans un hôpital public et qu'on fait aussi une activité libérale. Donc on peut cumuler les deux. On peut faire un peu des deux, quoi. Donc en gros, on trouve toujours quand même un poste qui nous convient. En général, ça se fait, on découvre un petit peu au fil de l'internat ce qui nous convient le mieux. Et après, c'est aussi beaucoup au fil des rencontres, en fait. En fonction des personnes qu'on rencontre, on peut rencontrer un professeur qui nous donne envie de faire de l'universitaire alors qu'au début, on n'était pas du tout parti pour, etc. Ça se fait plus, d'ailleurs, même au fil des rencontres, je pense. Je pense que c'est ça, quoi. Voilà, et puis c'est pas c'est pas bouché. En fait, le seul truc, c'est que comme disait tout à l'heure Jérôme aussi, il faut viser c'est souvent des grandes villes ou des villes à taille moyenne. Dans un village, c'est sûr qu'on va pas aller installer une machine pour faire de la scintigraphie ou pour faire de la TEP. Donc voilà. Mis à part ça, sinon c'est pas bouché. Donc il y a une activité qui est croissante. Il y a de plus en plus d'indications en fait au niveau des examens. Donc il y a quelques années déjà il n'y avait pas encore. Enfin vous comprendrez ça si jamais vous choisissez la médecine nucléaire, mais il y a certaines imageries qui n'existaient pas. Donc ça se développe de plus en plus et donc du coup par conséquent on a des indications qui se développent de plus en plus. Donc par exemple pour les TEP il y a de plus en plus de demandes dans beaucoup plus d'indications et donc voilà. Même dans les traitements, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a un tableau avec le PSMA en bas, parce que c'est un traitement et qu'il y a de plus en plus pareil, d'indications qui arrivent. Oui, ils sont en train de remonter les lignes de traitement pour la prostate Mm. bon, je te laisse continuer. Non, mais je t'en prie. Je continuerai après. Donc, du coup, ça rebondit sur le fait qu'il y ait beaucoup de perspectives d'avenir. Donc, dans le diagnostic, il y a beaucoup les MRP, c'est les médicaments radiopharmaceutiques. Donc, il y en a de plus en plus. Il y a de plus en plus de nouveaux traceurs parce qu'en fonction des maladies, par exemple, on va utiliser des traceurs différents. On a l'habitude de voir dans nos cours, et encore, je dis l'habitude, mais c'est pas vraiment l'habitude, mais la tête FDG, et après, il y a plein d'autres traceurs que vous verrez au fur et à mesure. Ça se développe de plus en plus, donc ils développent de plus en plus de nouveaux traceurs, donc c'est assez stimulant intellectuellement. L'IA, donc l'intelligence artificielle, bien sûr, comme on est en plus dans une spé d'imagerie, ça a une place qui devient un peu plus grande. Voilà.
la radiomique, et puis il y a aussi de la thérapie. C'est la grande oubliée en fait de la médecine nucléaire. On a toujours l'impression que la médecine nucléaire, c'est que l'imagerie, mais en fait, il y a une grosse partie de thérapie, de théranostics, donc dans les cancers de la prostate, dans les tumeurs neuroendocrines. Donc c'est pour ça qu'il y a le plus Victo qui a marqué le Lutathera, c'est ce que Joël disait tout à l'heure. Et donc il y a énormément de recherches pour développer des nouveaux traitements, donc dans d'autres cancers, que ce soit les cancers du sein, du poumon, ou peu importe, mais il y a beaucoup de recherches. Donc dans les prochaines années, on pense et on espère qu'on aura des nouveaux traitements et des indications qui seront un peu plus variées. Et des nouveaux modes d'exercice, c'est des trucs qu'il ne faut pas oublier. Donc c'est pour ça qu'on a mis ça, c'est 3 partenaires avec lesquels on travaille avec l'ANIMEN. Du coup, la télémédecine, médecine nucléaire, quoi. Et juste pour illustrer, du coup, en fait, on passe à un des nouveaux traceurs dont on parlait, le FAPI, qui est en gros, là, c'est marqué avec ce qu'on appelle du gallium, et en fait, si on remplace le gallium par du lutécium, ça permettrait théoriquement de traiter en fait tous ces cancers. C'est le même principe qu'en fait que pour le Pluvicto ou le Lutathera, et donc maintenant que les laboratoires ont compris que pour la prostate, il y avait ça marchait, et ben ils se renseignent pour tous les autres cancers parce qu'ils peuvent gagner de la thune avec ça, et du coup, bon, on dit pas non. Hein, mais... Je ne sais pas si quelqu'un veut répondre à la question avant que je passe sur les conseils. Je viens de voir passer la question, la différence entre la médecine nucléaire et la radiothérapie. Ouais, je peux répondre. Si tu veux, Joël. Globalement, la médecine nucléaire, c'est de la radiothérapie interne, donc l'irathérapie à l'iode ou la RIV, donc radiothérapie interne vectorisée, comme son nom l'indique, bah, c'est qu'on injecte un médicament radiopharmaceutique au patient qui va aller irradier les cellules tumorales de l'intérieur en se fixant sur des récepteurs globalement. Alors que la radiothérapie classique qu'on connaît en oncologie, bah, c'est la radiothérapie externe. Donc en gros, c'est le patient qui passe dans une machine à rayons qui vont du coup aller cibler, mais depuis l'extérieur. En fait, ils vont balancer des faisceaux de rayons depuis l'extérieur du patient et essayer de cramer les tumeurs depuis l'extérieur, ce qui fait que effectivement, souvent, il y a un peu plus d'effets secondaires que nous, enfin même beaucoup plus, avec tout ce qui est nécrose post-radique, des choses comme ça, pas mal d'effets secondaires. Euh, mais il y a des cancers qu'on peut pas traiter nous par radiothérapie interne, donc heureusement qu'ils sont là. Mais eux, globalement, c'est quand même des doses plus agressives parce que bah faut traverser le patient en fait. Alors que nous, bah, c'est des doses plus limitées à l'intérieur qui ciblent vraiment sur certains récepteurs de certaines tumeurs, ce qui nous permet d'être un peu plus ciblés. Et nous, du coup, bah, c'est une spé complètement différente. Les radiothérapeutes ne peuvent pas faire ça parce qu'ils sont déjà bien assez occupés avec leur radiothérapie externe. Donc, c'est en médecine nucléaire qu'on fait ça. Et en plus, nous, on a le côté imagerie qui va avec. Donc, en fait, on voit ce qu'on traite et on traite ce qu'on voit globalement. Donc, ça nous permet d'être un peu polyvalent et de mieux prendre en charge le patient, quoi, globalement. Voilà. Le radiothérapeute voit ce qu'il traite aussi, mais enfin, nous, on peut faire le suivi derrière, en fait, en général en TEP, c'est ça. Ouais. On donne un traitement et puis ensuite on peut faire les TEP et on voit si ça fonctionne ou non, s'il y a la maladie qui évolue ailleurs, etc. Et la radiothérapie externe, en général, c'est sur une, deux, trois, enfin quelques lésions. Nous, en tout cas, théoriquement, le produit qu'on injecte, il va sur toutes les cellules qui expriment le récepteur, ou enfin toutes les cellules tumorales en général. C'est plus un traitement systémique, voilà. Donc voilà, merci beaucoup. Les conseils, il faut être curieux parce que bah, déjà, vu que c'est une spécialité qu'on ne connaît pas du tout pendant l'externat, il faut s'y intéresser un petit peu, poser des questions. Donc, c'est pareil, c'est comme le dernier point, ne pas hésiter de demander de l'aide aux aînés, que ce soit envoyer un message à la page de la NIMEN ou même à nous ou à qui vous voulez, aux internes des villes qui vous intéressent. Il ne faut pas hésiter à demander parce que j'imagine que la plupart d'entre vous n'est jamais passé dans un service de médecine nucléaire. Donc, je pense que c'est le maître mot, il faut vraiment être curieux. Ensuite, il faut, la mobilité, c'est très important, faire des interchus ou des interrégions, parce que les pratiques des centres varient. Il y a certains centres qui sont plus spécialisés dans les imageries du cœur, il y en a qui sont, enfin, ça dépend un petit peu, il y en a qui sont plus calés en rive. Donc, c'est un point très positif et on en a beaucoup l'occasion, je pense, dans notre internat.
Et la pluridisciplinarité, donc c'est une spécialité qui est très transversale, ce qui permet de participer à des RCP en une semaine. Vous pouvez faire, si vous aimez les RCP et que vous voulez faire un marathon des RCP, hein. Mais en général, il y a une RCP par organe par jour. Enfin, dans la plupart des centres, c'est à peu près comme ça. Vous pouvez très bien enchaîner une RCP de pneumo et puis en fait, le lendemain, vous avez une RCP je sais pas, de gastro. Et en fait, ça vous permet de voir plein de choses. C'est assez transversal. Donc voilà. Maintenant, on va faire une petite présentation rapide de l'ANAIMEN. Comme dans beaucoup de spécialités, je pense, donc il y a une association nationale qui regroupe les assistants et les internes de la spécialité. Donc nous, on fait partie du bureau. Bon, il manque des membres du bureau. Mais donc du coup, on est là, on a vraiment plusieurs missions. Donc on représente déjà tous les internes de médecine nucléaire auprès du collège de médecine nucléaire. La SFMN, c'est la Société française de médecine nucléaire. Donc c'est vrai qu'on est amené à les rencontrer. Donc on peut en gros leur dire, leur faire des retours concernant l'internat, ce que les internes nous rapportent, etc. Le soutien et l'information auprès des internes, si jamais vous avez quelconque problème il ne faut pas hésiter du moins à en parler à quelqu'un du bureau. Information, c'est ce qu'on fait là, et c'est si vous avez des questions, pour nous envoyer des messages, voilà. La licence IMAIOS, parce que donc du coup, vu qu'on a une association, il faut adhérer si vous le souhaitez. Et en adhérant, en fait, il y a des licences IMAIOS. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, IMAIOS, c'est de l'anatomie en ligne. Et donc vous avez la licence IMAIOS qui est offerte. J'avoue que je m'en suis énormément servie, surtout au début. Parce que quand on arrive avec des scans et qu'on ne sait pas trop les aires ganglionnaires, etc., ça peut vachement aider, ou même la segmentation hépatique. C'est très bien fait et c'est vraiment super qu'on ait donc les licences EMAIOS. La cohésion à la SFMN, donc la SFMN, c'est ce que j'ai, c'est la Société française de médecine nucléaire. Ensuite, on a un guide des villes, un guide de l'interne. On a mis ça au point, on le met à jour assez régulièrement. Pour que vous ne soyez pas perdu en arrivant. Donc, le guide de l'interne, il y a quelques bases de médecine nucléaire, histoire de pouvoir le regarder avant de commencer l'internat ou avant de commencer le stage de médecine nucléaire. Ensuite, il y a des séminaires, des soirées de formation. Donc, ça, on est en train d'essayer de le développer encore plus. Donc, des séminaires et des formations sur des sujets qui sont assez vastes. Donc, on va essayer d'en organiser plusieurs durant les années qui suivent. Ça peut être pas mal et c'est des occasions en plus pour se rencontrer et pour discuter. Donc l'avantage, c'est que comme on est une petite spécialité, on finit tous par se connaître plus ou moins. Et c'est lors de ce genre de soirée ou de séminaire que ça peut se faire, quoi. Les soirées tout court, bien évidemment, notamment quand on est à Saclay, il y a des soirées qui sont organisées. Et le week-end d'intégration, donc là, vous avez même des jolies petites photos des villas qu'on a pu louer pour les week-ends d'intégration qui se déroulent toujours après la semaine de maths, donc en octobre, où il y a les internes de la promo actuelle plus d'autres internes qui viennent en général, et donc ça fait un beau week-end d'intégration, quoi. On s'amuse plutôt bien. Donc voilà. Les informations pratiques, donc il y a le mail auquel vous pouvez quand même envoyer des petits mails si vous êtes friand des mails. Il y a aussi le mail des référents par subdivision. La page Facebook, donc vous pouvez nous envoyer des messages par ça. Il y a aussi la nouvelle page Instagram qu'il ne faut pas hésiter à aller suivre avec des petits cas cliniques qui sont postés une fois par mois environ. Et voilà, le guide des subdivisions qu'on ne met pas à disposition, vous nous envoyez un message, on peut vous l'envoyer sans problème, mais vous ne le trouverez pas comme ça sur les réseaux. Donc voilà, c'est bon. Maintenant, on peut passer à la séance de questions-réponses si vous avez des questions. N'hésitez pas même à mettre votre micro et à poser vos questions plutôt que de l'écrire, il n'y a aucun problème. La présentation a été enregistrée aussi, normalement, si besoin. Ça commence dur là, les questions. Mm. Je vais prendre la parole. Peu importe. En fait, le fait qu'on ait tous la même formation théorique à Saclay, ça remet un petit peu au même niveau, on va dire, les connaissances. Après, du point de vue expérience, ça peut changer. Notamment si tu restes dans ta ville, tu fais pas d'interchu
et que dans ta ville, tu fais pratiquement pas de neuro, bah, tu seras moins bien formé en neuro que dans d'autres villes. Voilà, mais après, il n'y a pas de ville forcément où tu es incroyablement mieux formé qu'ailleurs, et il n'y a pas de ville non plus où on se dit ah, tu viens de là-bas ou tu dois pas être très bon, quoi. T'as des différences, mais enfin, on sait que quand quelqu'un est bon dans un domaine, il est moins bon dans un autre au final. Donc, Ouais. et je dis ça en En gros, venant de il y Paris. a pas de ville, il y a pas de ville largement meilleure. Même à Paris, ils sont pas largement meilleurs, malgré ce qu'on pourrait croire. Même si c'est super la formation à Paris, hein. Il y a plein de stages. Je crois que c'est la ville où il y a le plus de stages différents. Donc, si vous voulez vraiment avoir un panel de stages énorme, Paris, c'est au top. Et même dans les plus petites villes, globalement, on a une formation assez correcte. On fait tous les types d'examens. Il y a de la TEP, de la scintille de partout, de la scintillose, de la scintille-cœur, il y en a partout. C'est plus au niveau du rythme de vie pendant l'internat que ça varie. Ça, bah, pareil, il faudra que vous discutiez avec les internes des villes qui vous intéressent. On va pas balancer comme ça, mais enfin, parmi mes camarades de promo, je sais qu'il y en a qui font du 8h, 18h30 tous les jours. Ce qui vous paraît peut-être peu, hein, quand vous comparez à d'autres spé, mais pour un médecin nucléaire, 8h, 18h30 tous les jours, c'est quand même pas mal. Et d'autres villes où on peut faire du, je sais pas, 8h, 16h, 8h, 15h, et c'est beaucoup plus cool, quoi, déjà. Enfin, voilà, ça dépend des villes. C'est plus au niveau du rythme, du nombre d'examens par interne. Pareil, il y a des villes où en tant qu'interne, vous allez faire 15 tests par jour et des villes où vous allez en faire 25 comme en privé, quoi. Parce que, bah, gros CHU, gros centre, beaucoup de machines, très peu d'internes, très peu d'assistants, très peu de médecins. Parce qu'ils n'arrivent pas à retenir leurs médecins, par exemple, dans certaines villes, malheureusement. Et donc, en tant qu'interne, on peut se retrouver à faire 25 TEP comme un médecin dans le privé, quoi. Alors que dans d'autres villes, souvent, c'est plus raisonnable. Vous pouvez en faire une quinzaine en moyenne, je dirais. Donc, c'est plus au niveau du rythme d'internat qui varie entre les villes plus que la formation en elle-même, parce qu'à la fin, on maîtrise tous les traceurs et tous les types d'examens un peu de partout. Il y a qu'en thérapie où, pareil, c'est peut-être un peu mieux dans les grandes villes. Du coup, c'est pour ça que dans les petites villes, en général, on favorise l'interchu. Dans quasiment toutes les petites villes, on peut faire des interchus. Voilà, globalement, je sais pas si on a assez bien répondu à la question. Et après, il y a une autre question qui parle des villes, justement. Est-ce que c'est mieux de prendre Mednuc dans une ville intéressante en étant dernier ou quoi? Et en fait, dans la plupart des villes, il y a qu'un poste. Donc, en fait, tu seras à la fois premier et dernier de promo. Donc en gros, c'est un peu libre. Dans certaines villes, il y a plusieurs postes. À Paris, ils sont à 4 ou 5. À Nancy, ils sont 2. À Marseille, ils sont 2. Mais c'est plus des exceptions que la règle. En général, on est un par ville. Mm. Donc en gros, ta maquette, elle est déjà entre guillemets préfaite, on va dire. Enfin, ton parcours, il est préfet. Et après, le stage que tu choisis, ça dépend des subdivisions, c'est négociable ou non. Donc pareil, à voir. Mais en gros, il y a personne qui va te prendre ta place. En gros, il n'y a pas de question de classement de promo en général en médecine nucléaire. Donc c'est plutôt cool. Après, il y a l'adresse mail des référents. Désolé, j'enchaîne, après je vous laisse. L'adresse mail des référents, c'est sur le guide des internes que vous pourrez nous demander. Voilà, voilà. Après, je laisse les autres répondre. C'est un peu trop parlé. Après, est-ce qu'un mémoire de M2, ça peut valider le mémoire de S? Bah, si le mémoire de M2 en rapport avec la médecine nucléaire, à mon sens, je crois que oui, hein, je crois qu'il y avait même des gens qui l'ont déjà fait, mais après, souvent en discuter avec ton coordinateur parce que en fait, la soutenance de mémoire, c'est le PU, c'est le coordinateur de ta subdivision et d'autres médecins nucléaires qui vont te valider ou non. Donc, pour en discuter avec lui, s'il accepte, normalement. Si c'est un rapport avec la médecine nucléaire et que c'est un article qui a été soumis, moi, je vois pas trop de soucis. Mais c'est mon point de vue d'interne. Ce qui est compliqué de trouver une fois l'internat fini, un poste en privé ou en mixte. Pareil pour les remplats. Alors, les remplats, non, il n'y a pas vraiment de soucis, comme on disait tout à l'heure. En mixte, moi, j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de soucis. Si tu veux du libéral exclusif pur, là, ça devient un petit peu plus compliqué. C'est-à-dire que en tant que structure libérale, si tu as le choix entre un PH, enfin un ancien PH assistant qui a déjà 4-5 années d'expérience en tant que chef confirmé et quelqu'un qui sort tout juste de l'internat, tu vas quand même avoir tendance à privilégier celui qui a le plus d'expérience. Après, cependant, en médecine nucléaire, notamment dans les dernières années, tu n'es pas du tout obligé de faire un assistanat et encore moins un M2 ou que sais-je. Il y a des gens qui vivent très bien en faisant juste quelques remplats pendant le mois ou par semaine.
Mais si tu veux un poste vraiment d'associé ou de collaborateur dans une structure privée, déjà des structures privées, t'en as, comme je disais, t'en as pas forcément partout. Dans les grandes villes, tu peux en avoir plusieurs, mais voilà, faut réfléchir où est-ce que tu veux habiter plus tard. Et ensuite, bah, faut voir comment ça se passe avec eux, voir si ça te convient à toi, si ça te convient déjà l'ambiance qu'il y a, et si ça passe bien avec eux. Voilà. En général, il faut commencer par faire des remplats dans une structure en fait avant d'envisager de prendre un poste là-bas en tant que libéral. Et c'est eux qui te diront, qui seront plus à même de te dire oui, on va recruter ou non quoi. Je sais pas si vous avez quelque chose à rajouter là sur ce point-là, sur vraiment prendre un poste en libéral. J'avoue que Non, Ouais, c'est non. plutôt clair, hein. Ouais, c'était très bien. Après, il y a des jeunes médecins qui arrivent à trouver un poste de libéral direct, mais pareil, c'est toujours une question d'opportunité. C'est souvent qu'ils ont remplacé Ouais. là-bas avant, que le feeling est bien passé avec l'équipe et on leur propose directement. Mais en soi, ouais, patienter en prenant un poste au CHU à activité mixte en attendant, ça se fait. Faire des remplats 2 jours par semaine, ça suffit pour vivre, hein, globalement. Il y en a, ils font juste des remplats comme dans d'autres spé. Bah, en vrai, oui, ça suffit pour vivre 2 jours par semaine de remplats. il y a un poste de Ça dépend PH, oui, comment ça se tu veux trouve vivre. facilement. Oui, Pour un rebondir poste de sur la PH, c'est question. sûr. Et des postes d'assistant, il y en a à foison aussi. Parce que la plupart préfèrent ne pas faire d'assistanat. Comme on n'est pas obligé d'être en secteur 2, Mm. l'assistanat, il n'est pas si utile que ça. Il n'y a Sauf pas de si c'est secteur d'or en justement, médecine. oui, quasiment pas. Après, pour Ils la sont journée quasiment en type, France. ouais, c'est ça. Pour la journée type, globalement, bah, c'est comme tu dis, en fait. C'est Mm. bah, pas des demandes d'hémato, c'est des demandes hémato, onco, rhumato, voire même médecin, hein, des fois, ça dépend. Donc oui, on reçoit les demandes la veille, on protocolise les examens la veille, et puis le jour J, bah, on fait passer les patients sur les machines, on fait l'examen, on fait notre compte rendu, et puis voilà. S'il y a des soucis ou quoi, on peut être amené à appeler le clinicien. Si on a des questions, on peut être amené à voir le patient avant, lui poser des questions. C'est un peu comme le travail de radiologue en termes de diagnostic, pas de grosse différence. Par contre, sur le versant thérapie, bah, l'indication de traitement, souvent, c'est un RCP. Donc, on participe au RCP, mais c'est toujours un RCP comme n'importe quelle chimio, n'importe quelle immunothérapie, n'importe quelle radiothérapie. C'est toujours en RCP. C'est pas nous qui le faisons tout seul. Sauf pour les cas très simples d'iode, par exemple, une irathérapie pour un nodule toxique. Pas besoin de RCP pour savoir qu'il faut faire de l'irathérapie. Donc, en général, juste en concertation avec l'endocrinologue, on se dit, bon, on lui fait une irathérapie de nodules toxiques, quoi. C'est tout. Mais voilà, globalement, c'est ça. Ensuite, les traitements, ça dépend. L'irathérapie, c'est une seule dose, une fois, qui peut être amenée à être enfin, si le patient récidive, on peut en refaire, mais souvent, c'est une seule dose. Pour l'Utathera, c'est 4 cures, donc, oui, c'est ça, c'est 4 cures. Donc, on le fait 4 fois. Il vient comme s'il venait en chimio, en fait, hôpital de jour, hospitalisation de semaine. Il vient faire ses 4 cures. PSMA, c'est 6 cures, donc il vient 6 fois. À chaque fois, c'est de l'hospital de semaine, l'hospital de jour, et puis voilà, on les voit avant. On les voit après pour leur donner les papiers, le compte rendu, donner les consignes de radioprotection. Et on les voit entre les cures aussi en consultation de suivi pour voir comment ils ont réagi, suivre le taux de PSA par exemple, voir les imageries intercures s'il y en a, et puis voilà, globalement c'est ça. Et juste Voilà. selon les centres aussi, vous pouvez être amené à annoncer ou non les résultats aux patients. Ça dépend vraiment des centres. Il n'y a pas de Si. bonne ou de mauvaise façon de faire. Il y a un débat tous les ans là-dessus en médecine nucléaire. Voilà, soit une consultation de pré-annonce, soit juste dire aux patients que l'examen est bien terminé. Enfin voilà, ou même ne rien dire selon les centres. Enfin voilà, c'est vraiment selon l'endroit où vous êtes et selon comment vous voulez exercer plus tard aussi. J'enchaîne avec la question d'après. Est-ce qu'il est obligatoire de faire un master de recherche en parallèle pour travailler dans les CHU? En fait, ça dépend. Travailler en CHU en étant PH, il me semble que non, j'ai pas envie de dire de bêtises, si jamais Non, je dis non, une non, bêtise. Ouais, voilà, non. c'est ça. C'est vraiment pour les carrières universitaires, enfin MCU, etc. Là, il va falloir commencer à avoir des masters. Maintenant, juste pour un poste de PH, il n'y a pas besoin Il n'y a de pas faire un master. besoin. Ou si ça t'intéresse, hein, tu peux faire un master Ouais, 2 si jamais ça te fait plaisir, tu et peux. pas faire d'universitaire derrière, mais Mm. il n'y a aucune obligation de faire un master 2. Alors, tu as certains PU qui vont te dire oui, ce serait bien si tu faisais ça, mais enfin, en pratique, il y a des postes d'assistanat partout, ils cherchent tous à recruter, donc on va pas faire de M2 juste pour le CV en tout cas. Mm.
Donc voilà, pour les villes avec des gardes aux urgences, j'avoue que je les ai pas en tête. Je pense que mes 2 collègues l'ont pas en tête non plus, mais il y a le guide des villes, si jamais tu nous envoies un message, on peut te l'envoyer et normalement, c'est marqué dedans et sinon il faut contacter les internes. Il y a des villes où il y en a pas du tout, il y a des villes où il y en a. Voilà, en fait, ça dépend et On puis peut ça parler dépend des années. Pardon. pour nos villes, hein. Enfin, par exemple, Besançon, il y en a pas. Ouais, à Enfin, Besançon, pas on en a pas, obligatoire. ouais. C'est pas obligatoire. Après, Voilà. tu peux demander à en faire, mais sinon, c'est pas Mm. obligatoire. C'est ça, tu peux te faire tout ton internat sans aucune garde si tu as envie. Mais Voilà. Et à Paris, quand tu es en médecine nucléaire, il y en a pas. Quand tu es en stage clinique, ça dépend de ton stage en fait. Mais globalement, en fait, on choisit des stages où il n'y a pas de garde justement. Et en radio, en général, il n'y a pas de garde non plus. Moi, je fais une des exceptions. J'ai pris un stage de radio où il y avait des gardes, mais c'est genre des gardes de journée en week-end, donc ça va. C'est pas. Je sais pas ce que ça m'intéressait. Mais sinon, on peut très bien passer son internat sans faire de garde en choisissant correctement ses stages. Alors, ensuite, une question sur l'IA, sur Oui, qu'est-ce c'est qu'on pour en toi. pense. Et juste, je te coupe la et pas parole le, parce que Lisa, elle rebondit. Le guide des villes, il faut nous envoyer un message. On va pas le sur poster Facebook, publiquement sur Internet, en Instagram. fait. On ne le met pas publiquement, il faut juste nous envoyer un message et on l'envoie par message. Par SMS, non, mais enfin, voilà, par message. Vas-y, je t'en prie. Tu veux que je développe pour l'IA ou tu disais Ouais, Joël? vas-y, mais non, Ah, oui. je laissais Concernant parler. l'IA, bon, ça fait une bonne décennie déjà qu'on dit que ça va changer pour la radiologie, etc. En pratique, ça va pas nous remplacer, ça c'est sûr. Enfin, on aura quand même du taf, que ce soit la partie thérapie, quand prescrire, quel examen, etc. Mon point de vue, c'est que ça peut nous faire gagner du temps sur certaines choses. J'ai déjà bossé avec des logiciels tiers. Ça permet de voir peut-être éventuellement certaines lésions qu'on n'avait pas vues, mais voilà, pour tout ce qui est interprétation, prendre en compte le dossier médical du patient, pour l'instant, ça n'existe pas. Peut-être qu'un jour, ça arrivera à le prendre en compte, mais bon, il faudra quand même passer derrière pour éviter que l'IA conclue à un lymphome alors que c'est juste un patient qui s'est fait vacciner la veille, qui a des petits ganglions qui fixent un petit peu en ETG, enfin voilà ce genre de truc. Ensuite, voilà, ça peut nous faire gagner du temps vraiment sur certaines mesures en fait. Sans trop rentrer dans le détail, par exemple, dans le lymphome, on aime bien mesurer le volume des ganglions et manuellement, c'est un truc qui peut se faire, mais c'est chiant. Mais il y a des logiciels d'IA qui font ça très bien en fait. Et bah voilà, pour mesurer ce volume, en fait, l'IA, ça peut être vraiment une aide. Si on l'a pas, notre compte rendu restera très bien, mais faire pour mesure de volume, en fait, pour les lymphomes, ça peut beaucoup nous aider typiquement. Ensuite, enfin, ça peut nous aider aussi sur d'autres versants, par exemple, pour tout ce qui est notrice, enfin, prévoir les examens. En fait, il y a des IA qui, en prenant en compte les données du patient, les antériorités, etc., peuvent en fait gérer le planning toute seule entre guillemets et te dire bah voilà ce patient il y a 80% de chances qu'il annule et donc prévoir un autre patient à la place. Bon voilà ça reste une aide mais bon. Donc vraiment je pense pas que ça va nous remplacer d'autant plus que dans toute la partie thérapie et consultation alors là encore moins mais ça peut nous aider sur des trucs chiants. Voilà. Il y a une optionnelle d'IA qui est proposée à Saclay qui est assez cool en plus. Je sais pas si vous avez quelque chose d'autre à rajouter. Non, Je non. suis tout d'accord, hein. C'est plus un outil qu'un remplaçant, quoi, globalement. Comme en Ouais, c'est ça. radiologie, hein, c'est pareil. Ça nous fait gagner du temps sur des trucs qui sont un peu chiants à faire à la main. Ça. Et d'un Ensuite, point de une vue fois technique, diplômé, juste, je continue sur l'IA, mais les images TEP et scanners, c'est genre des centaines, des milliers d'images à traiter. Donc ça sert à rien de comparer en fait à une IA qui sait lire un ECG où c'est une image globalement, ou qui sait lire des radios. Les radios, c'est quelques clichés. Là, on parle de même techniquement, en fait, c'est un volume de données énorme. C'est genre plus de 2000 images, donc plus le contexte. Il y a encore des limitations techniques là-dessus. Donc c'est plus dur à entraîner. Question suivante du coup. une fois diplômé, c'est difficile de changer de CHU. Non, globalement, tous les CHU recrutent. Clairement, si tu veux bosser en privé, en public, pardon, en public au CHU ou au CH, avec ou sans activité libérale, mais souvent, la plupart des gens ont le droit de faire une activité libérale, mais
Du coup, si tu veux bosser en CHU, il y a des postes tout le temps, en fait. On est en manque de médecins diplômés au CHU dans la plupart des CHU de France. Que ce soit ouais, dans les grandes ou les plus petites villes, globalement, on a du mal à retenir les médecins nucléaires au CHU parce Mm. que bah, malheureusement, enfin malheureusement ou heureusement, en fait, le privé est bien trop lucratif comparé au public. Ce qui fait que, bah, à part les gens qui ont vraiment la fibre universitaire, de la transmission, qui aiment bah, être avec les internes, avoir les RCP et tout, il y a une grande partie des médecins qui préfèrent soit être à 50% en public et faire des remplats à côté, soit être en libéral pur, quoi. Donc, si tu veux changer de CHU, si tu veux être en public, t'as aucun souci, tu peux aller où tu veux. Les gens t'accueilleront les bras ouverts, peu importe la ville, même les grandes villes. T'as aucun souci, quoi. Est-ce que Du c'est coup, pas un peu démoralisant de repartir à zéro? Non. Enfin, je sais pas comment. J'imagine que chacun le vit différemment. Maintenant, je pense que enfin, j'ai jamais vu un seul interne qui est absolument démoralisé, en sachant qu'en plus, le contexte autour, le fait d'être avec les gens de la promo à Paris à faire des colloques, à faire des petites soirées, etc. Le moral, je pense qu'il va plutôt bien. Et en plus, c'est assez intéressant. Enfin, il faut quand même aimer un petit peu, je veux dire, tout ce qui est physique et s'intéresser à une spécialité qu'on ne connaît pas avec des choses qu'on n'a jamais vues. Mais à partir du moment où on est un petit peu ouvert comme ça d'esprit, un peu curieux, c'est pas du tout démoralisant. Au contraire, c'est très stimulant et enfin, c'est vraiment intéressant quoi, de voir autre chose. Enfin, pour ma part, après, je sais pas comment les autres l'ont vécu, mais j'imagine à peu près pareil. Bah, si je peux rebondir, moi je me souviens que mes 2 premières semaines, ça avait été un petit peu dur entre guillemets parce que vraiment tu arrives en fait, tu sais rien, tu sais pas utiliser le logiciel, tu as du mal à trouver les surrénales ou la thyroïde sur le scanner que tu dois faire défiler. Enfin, c'est vraiment que des trucs de base, tu commences à décrire des trucs n'importe quoi. Tu te sens un peu con. Voilà, tu as ton chef derrière qui te corrige, mais en fait bah c'est juste que tu apprends en fait en même temps et bah c'est normal en fait, tous les médecins nucléaires sont passés par là, ils ont tous galéré au début. Mais comme disait Julien, en fait, c'est d'un autre côté, c'est stimulant intellectuellement parce qu'en fait, tu vois que tu as énormément de choses à apprendre et tu te rends compte qu'en fait, que de semaine en semaine, vraiment, tu t'évolues et tu apprends énormément de trucs, en fait. Donc, ouais, faut juste réapprendre quelques bases au début, mais c'est vraiment transitoire, quoi. Pour la loi Garot, ensuite, je sais pas si tu voulais ajouter quelque chose, Joël, sur ça, sur la question d'avant. non, bah, Non. pour l'internat, ça va. Ok. Enfin, le début d'internat, j'ai bien vécu aussi. Pas de souci. Pour la loi Garot, Euh, du coup, le truc des urgences, enfin, le truc d'imposer des gardes, déjà, j'ai du mal à le voir comment ça va être appliqué en médecine nucléaire. Si vous mettez des médecins nucléaires aux urgences, ça va pas très bien se passer, je pense. Mais, euh, ça peut nous limiter, à la limite, sur les remplacements et peut-être faire en sorte que les médecins retournent un peu plus dans le public, en fait. Et donc limiter un peu plus les postes derrière. Mais tout ça, c'est que très théorique et c'est juste mon avis. Pour l'instant, la loi Goro, elle n'est pas encore passée ni même appliquée. Donc, ouais, c'est ça. Et pour la liberté d'installation, comme quoi on ah n'aurait oui. pas le droit de s'installer dans les grandes villes et tout, comme pour les cardiologues, les médecins et tout. Bah, disons que, en fait, nous, on est limité par le plateau technique. Dans tous les cas, il va bien falloir qu'on s'installe quelque part. Et ils pourront pas nous dire, bah, va t'installer au fin fond de la campagne. S'il n'y a pas de plateau technique, on peut pas bosser. Donc, on sera peut-être moins restreint à ce niveau-là. On va toujours être aux alentours des moyennes et grandes villes. Donc, dans tous les cas, on ne pourra pas aller au fin fond de la France, quoi. Si c'est ce qui vous inquiète et si vous n'avez pas envie, bah, ça sera juste irréalisable. Ouais. Voilà, globalement. D'autant plus que pour installer les machines en médecine nucléaire, en fait, on est déjà soumis à l'autorisation de l'ARS. Donc, l'ARS a déjà un regard sur, voilà, vous pouvez vous installer dans telle ville ou telle ville. Je parle des machines et des centres, hein, pas des médecins. Mais, donc, il y a déjà une sorte d'autorisation en fait préfaite par l'ARS. Donc, c'est vrai que nous, là-dessus, ça nous Et, impacte beaucoup moins. c'est ça. Et puis en vrai, si toi tu veux faire du libéral et pas être que au CHU, tu peux remplacer vraiment partout en France. Dans tous les cas, je pense pas que la loi Garot le Ah limite, oui, sauf sur la durée de remplacement. Mais sinon, tu peux faire de la télémédecine, hein. Ça se développe de plus en plus. Par exemple, tu te dis, je fais 2 jours au CHU pour le côté social.
Et après, je fais 1 jour ou 2 jours de télémédecine à côté pour compléter et tu vivras largement assez bien. Enfin, les jours de remplacement, que ce soit en télémédecine ou en présentiel, c'est variable. Il faut pas que vous demandiez aux internes en LP, selon les villes et tout, hein, mais globalement, c'est largement assez. Je pense que même en remplaçant 2 jours par semaine, vous vivez assez bien, hein. Il y a aucun souci à ce niveau-là, quoi. Par contre, attention, vous ne pouvez pas faire que de la télémédecine. C'est Oui, interdit par l'ordre, je crois. Donc, il faut que vous ayez toujours un pied à ça, c'est l'hôpital beaucoup de ou quelque respect. part. Mm. Vous pouvez faire du Mais voilà, libéral et de la télémédecine, il n'y a pas de souci, mais vous ne pouvez pas faire que de la télémédecine. c'est ça. Puis il y a même des gens, ils font 2 jours au CHU, 1 jour de télémédecine, ils s'en sortent très bien, quoi. C'est pas un tiers du temps maximum, hein. C'est flou. C'est juste pas exclusif. Mais il n'y a pas de règle encore prédéfinie. Ça reste un petit flou juridique, on va dire. Donc pour l'instant, tu peux faire 1 jour au CHU ou 1 jour en présentiel dans un centre de médecine nucléaire privé et tout le reste en télémédecine chez toi si t'as pas envie de voir les gens, quoi. C'était un peu associable. Voilà, voilà. Et pour en revenir, du coup, étant donné qu'il n'y a pas de garde, etc., est-ce que c'est difficile? Bah, en début d'interne, c'est vrai que tu as juste le salaire de base. C'est partie des seuls internes, du coup, qui a vraiment le salaire des bases, parce que la plupart des SP font des gardes. Ça dépend des villes. Dans les petites villes, bah, je sais que, par exemple, à Besançon, je m'en sors assez bien avec le salaire de base. Il n'y a aucun souci, hein, t'as même de quoi mettre de côté, ils sont pas chers. Mais c'est vrai que si t'es à Paris, je pense que c'est un peu plus dur. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, Jérôme, quand tu t'en es sorti, C'est un peu mais plus galère, mais enfin, je connais personne qui a fini à la rue parce qu'il était interne. Soit ils sont mis en coloc, soit t'es pas obligé d'habiter dans Paris en fait pour avoir des stages de médecine nucléaire déjà. Moi, je suis pas dans Paris même, je suis déjà dans la petite couronne entre guillemets, donc ça baisse le prix. Bon, certes, on est loin de Besançon, à mon plus grand regret, mais enfin, j'arrive à manger, je vis bien, vous en faites pas, quoi. c'est ça. Et puis après, dès le milieu de ton internat, en fait, tu commences les remplats et là, du coup, bah, tu compenses largement le fait de pas avoir fait des gaps pendant des années, juste avec quelques remplats. Donc, Oui. tu t'en sortiras bien, quoi. En fin d'internat, tu pourras acheter ta maison comme tout le monde, mettre un par de côté, tout ça. Pas s'en faire à ce niveau-là, quoi. Il y avait aussi, est-ce qu'il y a des passerelles entre médecine nucléaire et radio? Bon, à part le droit au remords, moi, j'en vois pas. Moi, je Je connais sais le pas cas si vous d'une savez. radiologue qui fait une demi-journée de TEP scanner en fait en médecine nucléaire, parce que le service de médecine nucléaire et de radio s'entendent très bien, et qu'elle a passé les formations théoriques à Saclay, et qu'elle fait que du TEP scanner en fait. Mais il y a aussi toute la partie scintigraphie et les autres traceurs, etc. en fait, où pas formée du coup, elle pourra pas faire de scinticardio par exemple. Et je connais pas de cas de médecin nucléaire qui fait de la radiologie. Même si je pense que peut-être dans certains centres, ça peut se négocier parce que voilà. Mais c'est plus du cas par cas et se renseigner au centre, enfin avec un chef en particulier si c'est quelque chose qui t'intéresse. Mais pour l'instant en France, il y a médecine nucléaire et radiologie, c'est deux spécialités distinctes. Alors que si vous regardez à l'étranger, aux États-Unis, en Suisse, en Allemagne, il me semble, la médecine nucléaire est une sur-spécialité de la radiologie en fait. Donc non, pour l'instant, à part le droit au roman, il n'y a pas franchement de passerelle en gros, sauf exception. Voilà, est-ce que vous avez d'autres questions? Il y a des pays de Ménuc dans toutes les villes. Non, je sais que dans certaines villes, il n'y a pas de PU de médecine nucléaire pour l'instant, il y a des PU de radiopharmacie. Mais je peux pas te citer toutes les villes où c'est le cas en fait, parce que peut-être dans le guide c'est écrit le nombre de PU par ville, mais Ouais. On en entend parler des fois, mais ou des fois il y a juste des MCU aussi. Enfin, je crois que dans tous les cas, pour accueillir des internes, il faut un universitaire, mais oui, pas forcément médecin nucléaire, ça peut être radiopharmacien, ça peut être des MCU, etc., quoi. Et par contre, pour la non, t'es pas thèse, obligé de bouger, t'es pas obligé de bouger, hein. Enfin, c'est plus selon ta fac, mais enfin, même si t'as pas de PU de médecine nucléaire, tu t'arranges avec ta fac, mais t'as pas besoin de la soutenir ailleurs, t'as pas besoin de te faire encadrer ailleurs. Enfin, j'ai jamais entendu parler de ça, hein.
on Vous n'a pas de parlez site du guide internet disponible. pour les On guides. n'a pas de site internet, il est en construction. Notre site internet, on est en train de le faire. Donc, le guide, il n'est pas disponible. Il faut nous envoyer un message. Mais le site internet, il est en construction. Voilà. Pour l'international, je ne sais pas s'il y en a un de vous deux qui veut répondre. J'avoue que je ne me suis pas intéressée à ça. Je Donc, sais que je m'y suis intéressé rapidement parce que, tu sais, vu qu'on est proche de la Suisse, il y a ouais, des... oui, Tu oui, peux c'est aller, vrai tu peux que. aller bosser en Suisse hein, si ça Un gros t'intéresse. passionné de montagne. Passionné de montagne, de fondue et tout, quoi, Ah ouais, globalement. de la culture suisse. Mais ouais, c'est ça. Mais du coup, enfin, oui, on en a parlé globalement. Non, ça c'est le site du CNP que tu viens Ah ouais, d'envoyer, c'est le Conseil c'est pas national notre Ouais, site. professionnel. c'est une relique du passé. Ouais. Le vrai site est en construction. Sur Mais Bientôt au Insta, plus pour le c'est vite. très contact bien. Insta, Sur Insta, c'est pour le super. contact Insta ou Facebook, c'est très bien. Insta ou Facebook, plus actif sur Insta, je crois, Juliette. Ouais, c'est plus Ce sera elle pratique qui pour vous moi. répondra avec plaisir. Voilà, avec grand Euh, plaisir. et du coup, pour l'international, oui, effectivement, on m'en a parlé que, effectivement, il y a des postes en Suisse. Ce sera quasiment que du public, mais de toute façon, les salaires suisses, même en public, c'est assez élevé. Donc, il y en a pas mal en médecine, que ce soit en médecine nucléaire ou même en radio ou d'autres spé, hein, qui vont en Suisse selon les régions. Enfin, quand on est un peu des régions frontalières. Et en Suisse, il n'y a aucun souci pour bosser en tant que médecin nucléaire. Avec le diplôme français, on lui parlait de cas qui bossaient avec le diplôme français. Je sais pas s'ils ont passé des équivalences ou quoi, mais il me semble pas. En tout cas, en Suisse, tu peux. Tout ce qui est États-Unis, dans tous les cas, peu importe ta spécialité médicale, faut repasser le USMLE, tout ça. Donc non, en général, c'est quand même conseillé de rester en France. Et il y a bien assez de travail en France. Donc pourquoi aller à l'étranger? Sauf si tu as vraiment envie, je sais pas, d'aller explorer d'autres régions. Mais sinon, non, la plupart restent en France. Enfin, très peu qui partent à l'étranger au D'autant final, que ce soit au que, Luxembourg, en Suisse. d'autant qu'à l'international, ce qu'on fait en France, c'est pas forcément la même chose en termes d'activité, c'est pas forcément la même chose qu'on fait en Allemagne, que ce qu'on fait en Australie, que ce qu'on fait aux Pays-Bas en fait. Certains traceurs sont utilisés que dans certains pays en fait, pour des questions d'argent, pour des questions de production. Certains pays sont plus orientés thérapie, certains pays comme la France ont plus de réglementation vis-à-vis de la radioprotection, donc sont un peu plus en retard sur certains versants de la thérapie. Mais voilà, je sais qu'aux États-Unis, par exemple, il y a certains examens qui se sont faits très fréquemment pour les cholécystites, alors qu'en France, c'est assez exceptionnel. Niveau thérapie aussi, en Allemagne ou en Australie, ils utilisent souvent de l'actinium et d'autres produits, alors qu'en France, ça vient tout juste d'arriver. Enfin, voilà, Donc, même au niveau connaissance, en fait, ce que tu apprends en France, il faut quand même se renseigner sur est-ce que c'est totalement cohérent avec ce que tu fais à l'étranger. Je veux dire, est-ce qu'il va falloir quand même se former sur certains nouveaux produits, voilà. La TEP FDG, t'en fais partout, voilà. Mais niveau protocole, etc., Euh, faut quand même se renseigner. et juste pour revenir sur la question d'Étienne, en fait, effectivement, quand tu cliques sur le lien, tu as un guide des villes, mais c'est l'ancien qui est pas à jour du tout depuis des années. Donc, nous, on t'enverra le nouveau et du coup, je pense qu'il faut qu'on supprime ce guide du site du CNP parce qu'il est pas à jour du tout. Mm. Donc voilà, envoyez-nous un message sur Facebook ou Insta comme d'hab. Ensuite, vous avez toujours pu permettre Nuke. Qui c'est qui veut commencer? Vas-y, Juliette, hein, t'es la plus jeune. J'ai pas toujours voulu faire médecine nucléaire parce que, en effet, c'est une spé qu'on connaît pas, on nous en parle pas. Moi, j'avais hésité entre cardio et radio. Parce que j'adorais en fait l'imagerie. Au final, la cardio, j'avais pas envie d'avoir une vie de chir parce que c'était plus la rythmo qui m'intéressait, donc j'ai abandonné. Et la radio, j'avais pas envie de faire de l'interventionnel ni me surspécialiser. Et donc, du coup, j'ai essayé de trouver un compromis entre les deux avec du coup, la médecine nucléaire, avec un mode de vie qui n'est pas un mode de vie de chir, où c'est vrai qu'on est à peu près tranquille, on va dire, au niveau des horaires, de la charge de travail, on va dire que c'est à peu près tranquille. Donc ça m'allait très bien et c'est surtout que c'était très transversal. Donc je pouvais faire un peu de cardio, un peu de neuro parce que j'aimais beaucoup la neuro aussi. Il y a un peu de tout. Et je me suis rattrapée en me disant que, parce que je me suis dit que à un moment, j'allais sûrement regretter de ne plus voir de patients, chose qui est vraie en radio, je pense, mais qui est à peu près faux en médecine nucléaire dans le sens où si on a envie de voir des patients, on peut faire de la thérapie. Et donc, à ce moment-là, on peut voir
on peut quand même voir des patients. Il y a des secteurs d'hospitalisation, il y a les consultes avant les traitements, les consultes après les traitements. Donc je me suis dit que si vraiment j'avais envie d'avoir le côté un peu clinique, il y avait ça dans la médecine nucléaire qu'il n'y avait pas vraiment en radio. Voilà pour moi. Bah, perso, la révélation, ça a été assez tard, c'était en D4. Enfin, j'étais assez perdu sur les spé que je voulais faire. Je savais que je voulais pas faire une spé d'organes. Je savais que je voulais pas faire une spé vraiment où une salle d'hospice parce que je déteste ça. J'aimais pas la chire, mais enfin, il restait du coup plein de spé obscurs, genre radio, anesréa, médecine légale, génétique, enfin vraiment tous les trucs un peu perdus. Et je me suis renseigné sur la médecine nucléaire. Il fallait aussi quelque chose qui soit que je pouvais avoir avec mon potentiel classement. Et après, c'est un peu comme Juliette sur le pourquoi je me suis retrouvé en médecine nucléaire, mais enfin, ouais, je me sens c'est en D4 en gros que je me suis intéressé, enfin, genre moitié D4. Et après le concours, j'ai eu mon classement, j'ai vu que potentiellement je pouvais l'avoir dans la vie que je voulais, donc j'ai demandé à passer quelques jours en médecine nucléaire dans un CHU à Paris. Et j'ai découvert et voilà, ça m'a j'étais convaincu et c'est surtout comme ça que je pouvais garder une activité généraliste. Parce que j'avais surtout hésité entre radio et médecine nucléaire et bon, avec tous les arguments que je vous ai donnés tout à l'heure, en gros, je suis plus parti sur médecine nucléaire et franchement, j'adore. C'est à peu près le même parcours, hein. De base, je savais déjà que je voulais faire de l'imagerie en T4, je voulais faire radio, parce que je connaissais pas la médecine nucléaire encore vraiment à l'époque, c'était un peu obscur. Après, je me suis renseigné pendant l'été, j'y suis passé, et en fait, en y passant, je me suis dit, bah, en fait, ça me convient super bien. La radio, ça me convenait aussi, mais il y avait le côté garde que j'aimais moins, le côté radio interventionnel qui m'intéressait pas, malheureusement. Et donc, je me suis dit, bon, bah, c'est fait d'imagerie qui reste transversale avec le côté thérapie qui se développe à fond. Donc, c'est comme ça que j'ai fait le choix. J'ai quand même bien hésité, mais je regrette pas le choix. Enfin, là, on est tous les deux passés en radio avec Jérôme, mais je pense qu'aucun de nous regrette la radio, même si on a kiffé quand même notre stage de radio. Enfin, moi, j'ai adoré mon stage de radio, hein. Je pense que j'aurais été très heureux en tant que radiologue, mais je suis quand même bien content de rentrer chez moi à 17h et de pas être à l'hôpital le week-end, quoi. Globalement, c'est plus le côté qualité de vie, moi, qui a fait vraiment pencher la balance. Et, ouais, parce que niveau intellectuel, pour moi, c'était assez similaire. Enfin, j'ai trouvé autant d'intérêt pour les deux, donc voilà. Et pour le temps que ça te prend la thérapie, ça dépend beaucoup du centre où tu travailles, des modalités de thérapie que vous avez. Mais je crois que tu as des chefs qui font pratiquement que ça. Mais c'est difficile en médecine nucléaire de dissocier thérapie et imagerie. Donc on va dire allez, peut-être 3-4 jours par semaine sur 5, si tu fais un temps plein. Mais après la thérapie, ça reste quand même. Enfin, peut-être que je vais me faire taper dessus par des collègues, hein, mais je trouve que ça reste assez tranquille en gros, selon les endroits et ton recrutement. Mais entre ça et une grosse vacation de TEP où t'es tout seul, bon. Bah, en fait, oui, quand c'est de l'hospice 2 jours ou 2 semaines, quand c'est de l'hospice 2 jours, tous les patients, ils partent à 16h, bah, t'as fini à 16h s'il y a plus de patients dans le service, quoi, globalement. Ça va, c'est assez tranquille en général, la thérapie. Ça dépend de ton recrutement aussi. Par exemple, pour tous les hyperthyroïdies ou les cancers thyroïdiens, tu vas quand même avoir assez souvent des femmes relativement jeunes. Donc, relativement jeune égale pas trop d'antécédents, égale pas trop de problèmes à gérer à côté. Alors que si à côté de ça, tu as une personne âgée avec un cancer de la prostate métastatique en dernière ligne, oui, il a plus de chances de merder. Mais en tout cas, on se retrouve. Je me suis jamais retrouvé en médecine nucléaire à devoir gérer des urgences comme en oncologie, en fait, ni même des patients aussi graves. Donc, c'est de la thérapie, mais c'est pas de la salle, hein. Enfin, vraiment, tranquille, quoi. Est-ce que c'est une pratique qui peut se faire en clinique facilement où les places sont limitées? La médecine nucléaire en général? S'il veut savoir s'il y a des places en libéral, je suppose, libéral pur, en privé. Bah, comme on disait, plutôt oui. Après, faut se renseigner, quoi, selon les endroits, etc. Pour la partie thérapie en clinique, à ma connaissance, ça n'existe pas. Peut-être ça se développera dans le futur, mais je ne suis pas sûr que ça intéresse les cliniques. Ça dépendra de comment évoluent les cotations de la sécurité sociale, principalement, on va dire. En tout cas, il y a de la demande, ça c'est sûr, parce que
dans pratiquement tous les CHU, ou CLCC, il y a de la demande pour les cancers de la prostate et on sait que c'est en train de se développer, c'est en train de remonter les lignes de traitement. Donc, il y aura de la demande, mais est-ce que ça sera en clinique privée, entre guillemets, ça, je peux pas te le dire. Je crois qu'on n'a pas d'autres questions. Non. Ouais, je pense que c'est bon. Les autorisations, il faut un gros dossier. Ça prend du temps, 6 mois, 1 an de mémoire. Parce que tu as tout le côté radioprotection, gestion des déchets, comment tu reçois tes produits radiopharmaceutiques, comment tu limites, comment tu construis ton centre, quel est le trajet qu'empruntent les patients, est-ce qu'il y a des patients non injectés qui croisent des patients injectés, tout ça pour limiter la dose, qui gère la gestion du courant électrique, où est-ce que tu le construis? C'est plein de questions comme ça, c'est plein de petits détails. Certains aiment bien ça, c'est le côté entrepreneur. D'autres détestent ça, mais dans tous les cas, il faut un dossier assez solide. Ce qui est sûr, c'est que les centres qui ont déjà construit ces dossiers vont plus facilement avoir des nouvelles autorisations pour ouvrir un second centre, entre guillemets, plutôt que un tout nouveau médecin, en gros, qui veut construire un centre de nouveau, en gros. Ouais, en gros, ça, c'est le dossier RS, c'est si tu veux construire un centre de zéro de toi-même avec tes potes, quoi, globalement. La plupart des médecins qui vont travailler en libéral, ils rejoignent une structure qui existe déjà. Et du coup, après, bah, ça facilite tout, quoi. Si jamais ils développent leur activité, bah, vu que le centre existe déjà, bah, pour demander un nouveau TEP scanner, c'est beaucoup plus facile que toi qui arrives comme ça, sorti de nulle part et qui demande un dossier à l'ARS. Donc, en général, bah, tu vas aller dans un centre déjà existant qui recrute, qui augmente son activité, qui recrute, et ça arrive assez fréquemment. Même si, bah, oui, il y a moins de centres et tout que dans d'autres pays, globalement, si tu as envie d'avoir un poste en privé, tu le trouves, hein. Faut juste être prêt à bouger un peu, être investi, hein. Enfin, voilà, si t'es nul, oui, personne va te prendre. Mais bon, si t'es sérieux, que tu bosses bien, que t'as bien remplacé un peu partout, au bout d'un moment, on va te proposer un poste, hein. Il y a aucun souci si c'est ce que tu recherches. Mais oui, construire un centre de soi-même avec le dossier ARS, c'est un peu compliqué, surtout quand t'es jeune, tu connais pas très bien comment ça marche. Il y a très peu qui le tentent. Globalement, c'est des structures déjà existantes qui recrutent des jeunes et qui après ouvrent des nouvelles clubs, des nouvelles caméras, etc., quoi. C'est plus ça qui se passe. Après, une autre question sur, on peut faire de la thérapie en CH et en privé de l'imagerie. Bah oui, en fait, Ouais. oui. Après, la thérapie reste quand même difficilement dissociable de l'imagerie, donc tu auras quand même un petit peu d'imagerie à regarder en public, hein, mais moi, je n'ai pas d'exemple concret, mais je pense que ça peut se faire, hein. Il faut quand même s'arranger Ouais, il y en a qui avec, sont, ouais. le centre, le CH où tu bosses, mais que le chef de Après, il y service a soit pas mal de d'accord, en gros. Parce que, PH, il y a pas mal de PH qui sont que à 80% en médecine nucléaire en soi, hein, et qui font de la thérapie et tout. Après, oui, je sais pas si il y en a qui font que un jour dans le public et après full privé. Enfin, je pense pas. Pour la thérapie, il faut un minimum de suivi de patient, donc je pense qu'il faut que tu sois présent quand même un certain nombre de jours dans la semaine. Parce que faut suivre les ouais, et tu as dossiers, quand si t'es même pas là assez souvent, la RCP aussi, hein. c'est tout bon pour tout le monde. Merci à vous. Je pensais pas qu'il y aurait autant de monde d'intéressés, c'est déjà pas mal. Ouais, c'est vrai. Merci pour votre présence. On espère avoir répondu à toutes les questions et sinon n'hésitez pas à nous envoyer des messages sur Facebook, N'hésitez Instagram, pas tout à nous ça. envoyer des messages, on adore répondre aux messages. Ouais. Puis on est plusieurs à répondre, hein. Il n'y a pas de, y a aucun souci, on répond assez vite, voilà. C'est une belle soirée. Peut-être à bientôt. Ouais, à bientôt. Ouais, peut-être. Salut.